Pour moi, la RSE, en tout cas telle que je l'aperçois chez SGAM, c'est avant tout une démarche globale, réelle et vraie, basée sur la confiance du personnel envers la direction. La reprise de SGAM, entreprise que mon père m'a transmise il y a maintenant 2 ans, a d'ailleurs été mon premier exercice car elle a été faite dans le respect de la RSE et donc le respect du personnel. Alors chez SGAM, c'est un peu spécial, la définition, c'est la définition internationale de la RSE, c'est un choix qu'on a fait. Donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et non pas, comme le plus souvent on entend en France, la responsabilité sociale et environnementale. Même dans la loi Pacte, malheureusement, c'est ça qui a été pris. Donc c'est bien la définition internationale et c'est bien la norme avec ces 7 points. On est d'ailleurs une des très rares entreprises à suivre la globalité de cette norme internationale et non pas des petits points seulement, de l'environnement, enfin c'est pas des petits points, c'est des points intéressants, mais de l'environnement, du social, de l'économie sociale et solidaire, et souvent avec des labels qui sont spécifiques et rattachés à des actions ou à des secteurs franco-français. Finalement, ça correspondait tout à fait à l'état d'esprit de SGAM d'origine. Et pourtant, en 86, la norme était loin d'exister, puisqu'elle a existé en 2012. Donc les points principaux chez SGAM au début, c'était la gouvernance, le social, l'éthique, l'environnement, les parties prenantes, les droits de l'homme, le respect des consommateurs, ni plus ni moins que les 7 points de la norme. Alors tout d'abord, on était avec de la qualité, donc avec la norme 9001 gouvernance, la 14001 environnementale, et puis donc on a eu l'audit d'un client en 2012, un client d'origine danoise qui est venu nous auditer, et là surprenant, c'est-à-dire qu'il nous pose des questions qui n'ont rien à voir rien à voir, qui se rajoutent à la norme 9001 et 14001, sur les droits de l'homme, sur l'éthique, sur les conflits d'intérêts, sur un tas de choses comme ça. Et là, ils nous disent c'est une norme qui est en train de se créer, qui est en création. Et on s'aperçoit, en lisant cette norme, que ça correspond tout à fait à l'esprit de SGAM. Une petite aide aussi, c'est que j'étais chez Thomson auparavant, et chez Thomson, j'ai fait partie des groupes de création de normes internationales sur du technique. Mais ça permettait de voir comment les normes internationales prenaient en compte au niveau international, justement, tout ça. Voilà. Donc, on achète la norme, on se forme avec un auditeur Hafner, qui lui, d'ailleurs, est déjà surpris de notre avancée. Il est surpris de trouver une toute petite société qui est déjà auteur avancé. Et donc, en 2013, on demande un audit auprès de BCI France, et là, on est labellisé tout de suite au niveau A. Donc ce qui est déjà un très haut niveau, à la surprise de l'auditeur lui-même d'ailleurs. Et donc ensuite, en 2014, on repasse un deuxième audit pour voir si on a monté de niveau, et là on est tout de suite au niveau le plus haut, à 3A. Et même par la suite, en 2019, BCI a créé un label premium, d'ailleurs en 2019 on était les seuls à l'avoir, donc il est encore au-dessus du 3A. Et là, donc, on obtient ce label avec BCI et on s'amuse, en plus, entre guillemets, on s'amuse à passer une labellisation avec l'Hafner et on est classé directement exemplaire. Donc ça nous permet d'avoir un manuel qualité, enfin une gestion de la qualité, un management total qui répond aux 3 normes, 9001, 14001 et 26000. En résumé, donc nos partenaires qui nous ont accompagnés, donc l'Hafner d'abord pour la formation, BCI France et Hafner pour la labellisation. Il ne faut pas oublier, surtout, le personnel, et en particulier le comité de pilotage, qui a suivi et fait vivre cette labellisation. Sinon, ça n'aurait servi à rien. Et puis surtout, ne pas oublier les parties prenantes, les clients, les fournisseurs, et puis beaucoup de gens autour de l'entreprise, la mairie, tout ça, etc., qui ont suivi nos procédures, et en particulier, pour parler des clients et des fournisseurs, surtout les fournisseurs, celle des achats responsables. Une première, c'était, certaines de nos parties prenantes ont été surpris de notre démarche normative, qui pourtant était réelle, qui n'était pas uniquement à suivre la norme bêtement, mais c'était réel, et ça a interpellé plusieurs de nos parties prenantes, en particulier certains de nos clients. Puis je vais donner un petit exemple aussi qui est intéressant, c'est celui avec la Banque de France. Avec la Banque de France, on était coté G3+, donc ce qui est très bien pour une toute petite entreprise de 20 personnes. Et pourquoi? Donc ils viennent nous voir en disant mais vous devriez être G3++, vu vos résultats depuis des années. Ok, mais pourquoi on ne l'est pas alors? En regardant bien avec le directeur de la Banque de France,
Nous n'avions pas assez de BE, de résultats, donc final financier, pur et dur, parce que nous distribuions trop d'argent à notre personnel. C'est le principe un peu de la RSE. Donc la Banque de France, on leur a posé la question en disant « mais vous tenez compte pour les grosses boîtes, vous tenez compte de la RSE, pourquoi pas pour les petites sociétés ?» Puisqu'on est normalisé, en plus, norme internationale. Et là, ils ont repris, et au bout de 2 ans, ils nous ont mis en G3++, sans que notre BE augmentait forcément. Voilà 2 petits exemples. Tout d'abord, je dirais le bien-être dans l'entreprise pour tous, autant pour la direction, le comité de pilotage que pour tout le personnel. En fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun connaît son rôle dans l'entreprise. Cette démarche valorise donc tous les salariés qui se sentent utiles, acteurs et engagés dans la vie de l'entreprise et donc en comprennent les enjeux économiques, gouvernance, financiers, environnementaux et j'en passe. Le bien-être passe également par l'organisation interne et avec notamment le système d'horaire libre qui a été mis en place dès la création de l'entreprise, où chacun, comme ça, est libre de gérer au mieux sa vie personnelle avec sa vie professionnelle, le tout en adaptant son travail, bien évidemment, au rythme de l'entreprise. Ce système d'horaire libre a d'ailleurs été très apprécié et appréciable avec la crise que nous avons traversée ces derniers mois. Chez SGAM, il y a très peu de turnover et en 34 ans, en tout cas, il n'y a jamais eu à déplorer de prud'hommes, de procès ou de problèmes graves avec des salariés. Le deuxième bénéfice que je vois est le gain de performance globale de l'entreprise. L'éthique, le bon relationnel avec toutes les parties prenantes, la cohésion, l'engagement du personnel poussent tout le monde vers le haut et entraîne donc une amélioration de la performance globale de l'entreprise et donc entraîne sa croissance. Ces bons résultats financiers nous permettent donc de distribuer chaque année 20% du résultat courant avant impôt en intéressement et également en prime. Et également, depuis que j'ai repris l'entreprise, cette distribution a eu lieu et ça n'a pas empêché justement et ça n'a pas impacté le résultat en tout cas. Un bénéfice et une fierté également, c'est quand notre partenaire tunisien, donc la pratique électronique, a annoncé à mon père qu'il voulait mettre en place et suivre finalement l'exemple de SGAM en mettant en place donc, le RSE chez lui à travers donc avec cette norme ISO 26000 en étant conscient donc des bénéfices de cette démarche. Du coup, il a beaucoup travaillé, on l'a beaucoup aidé dans cette mise en place et aujourd'hui, il est ISO 26000 depuis décembre 2019. Donc c'est une grande fierté pour nous tous d'avoir pu entraîner un de nos partenaires dans cette démarche RSE. Cela me permet de faire le lien avec la crise du Covid-19 qu'on vient de traverser, où là, la notion de partenaire, la notion de vision stratégique a pris tout son sens en fait. En mars, la décision a été prise, j'ai assumé cette décision-là de ne pas fermer l'entreprise, de continuer à travailler et de continuer à livrer nos clients. Tout le monde chez SGAM m'a suivi dans cette volonté-là finalement. Cette décision était difficile à prendre et n'a pas forcément été suivie par d'autres patrons que j'ai pu rencontrer. Tout cela n'aurait bien sûr pas été possible sans le soutien de notre partenaire LPE en Tunisie qui s'est battu lui aussi pour rester ouvert malgré une forte pression de ses confrères aussi sous-traitants d'électronique qui eux ont fermé. Lui a pu rester ouvert parce que justement on était dans cette démarche commune. Si lui fermait, nous on fermait aussi. Donc on était ensemble là et on a pris ensemble cette décision, on y va. Donc ça c'est une sacrée force, mais aujourd'hui on voit les résultats. Bien sûr le soutien de nos partenaires qui sont toujours là, je pense particulièrement à l'aide de notre syndicat patronal de la métallurgie, l'UMM Lyon, et à son service juridique qui nous a donné toute cette veille finalement juridique et sociale nécessaire dans cette période de crise. Et bien sûr, toutes les solides, ce dont on parlait tout à l'heure, solides relations avec nos parties prenantes, nos clients et nos fournisseurs. Donc aujourd'hui, mes priorités d'engagement
se sont renforcés à travers cette crise, c'est vraiment de continuer à renforcer ces liens afin d'améliorer constamment cette qualité globale et ces échanges en fait. Eh bien, cette amélioration continue et ce suivi, finalement, quand on est avec des normes, ISO 9001, 14001 ou 26000, eh bien, elles sont suivies de fait, en fait, avec nos procédures, nos processus, nos indicateurs qui sont vivants, hein, en réunion de comité de pilotage, en réunion interne avec tout le monde, on les fait vivre et ils sont validés et contrôlés par des auditeurs au minimum chaque année qui viennent valider et contrôler tout notre système. Donc c'est un système vivant, contrôlé et validé au quotidien et annuellement par tout le monde.